Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des thèmes qu'on avait abordés avant et qui n'arrêtent pas de sévir, de recommencer en ce qui concerne la crise que traverse le Liban et la Syrie en même temps. Je me rappelle très bien qu'au début de l'arrivée de l'équipe qui nous gouverne actuellement, c'est-à-dire le président Aoun plus le gouvernement Nawaf Salam, j'ai soulevé deux questions qui ont une portée théorique et en même temps pratique pour voir clair qu'est-ce que on s'attend à quoi de nouveau avec la nouvelle équipe. Les deux points que j'ai soulevés sont sur deux capsules différentes. D'une part, une capsule qui s'intitulait sur l'individualisation et l'esprit de corps, ou asabiya, dans ce que j'ai appelé la problématique d'un nouvel État promis, c'est-à-dire la nouvelle équipe nous a promis non moins qu'un nouvel État moderne, un État de citoyens et qui n'a rien à voir avec l'État ancien ou ce qu'on est convenu d'appeler au Liban un État consensuel, dans le sens où il n'est plus question, ou il n'est pas question d'un État fondé sur le sujet individu, mais sur des communautés confessionnelles, des ta'ifa. Et comme on a vu que l'équipe qui nous a promis ça avec la déclaration du gouvernement Salam et la déclaration du président de la République, qui était bien structurée, et il faisait la description d'un État de citoyenneté souhaitable et auquel tous les Libanais s'attendaient. Et apparemment, ça n'a pas duré ou ça n'a pas passé l'examen de l'ancienne équipe parce que c'est tellement enraciné dans la structure libanaise, n'en déplaise à certaines études à la hâte qui essayent de nous faire croire que on peut faire du, comment on dit, copie conforme d'un modèle importé de quelque part, soit de la Révolution française, soit de la Révolution américaine, soit de la Révolution bolchevique de 1917, et le coller à la réalité qui est autre dans l'anthropologie, l'histoire et la structure, surtout la structure confessionnelle, sont différentes d'un pays comme la France ou comme un pays occidental, qui a un parcours de 200-250 ans pour aboutir à ce qu'on appelle le sujet individu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individualités au Liban, mais les individualités, c'est
le système n'est pas fondé sur l'individualité ou l'individualisation. Et les individus qui font leurs études à l'extérieur et qui s'individualisent, une fois de retour au Liban, il y a comme une structure d'accueil qui va les bouffer pour ne pas être marginalisé. Chacun revient à son père ou à sa communauté confessionnelle ou à son évêque ou à son cheikh, etc. C'est la structure libanaise. Et une fois que tu te mets sur ce terrain, il y en a qui sont plus qualifiés que d'autres, c'est-à-dire tes diplômes, dans ce cas qui viennent soit de Harvard, soit de la Sorbonne, soit de l'Institut politique de Paris, ça ne te sert à rien. Un Berri, par exemple, est plus qualifié dans cette structure. Il peut faire une dizaine de thèses de doctorat pour ces nouvelles individualités qui arrivent de partout pour nous dire qu'il y a un tel modèle qui vient de sortir, on va l'appliquer. C'est pas que je suis en train de faire l'apologie de Berri, parce que ça fait partie de choses anciennes que la nouvelle équipe nous a promis. Si on parle d'en finir avec la structure ancienne de Liban, ben, en tête de liste, moi, il est bien placé Berri pour dire qu'il a assez duré comme ça. 35 ans, je ne sais pas combien de temps, c'est au moins plus que la famille Al-Assad. Bref, donc, pour ce qui est de l'état de droit qui a été promis par l'équipe, on peut affirmer, sans porter atteinte à qui que ce soit, c'est pas personnel. La pratique du gouvernement jusqu'à maintenant, du moment où on a fait la première concession à ce qu'on a appelé les Thunaï, Chiri, en lui accordant 5 ministres et en nous rassurant qu'ils ne vont pas faire en sorte de bloquer les décisions prises dans le Conseil des ministres. Ça promet bien, là, voir se multiplier les déclarations déjà pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Bref. Donc, cet État promis, laïque et tout beau, là, pour moi, c'est-à-dire les gens, je dirais, ont été déçus par la pratique jusqu'à maintenant. Et le deuxième point sur lequel j'ai insisté au début, je me suis dit peut-être que c'est pas bien étudié par l'équipe actuelle comment aborder la sociologie libanaise structurellement, quelle est leur lecture de la structure confessionnelle, parce que si tu veux changer, il faut savoir ce qui existe avant, une description aussi scientifique que possible. Peut-être qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas au niveau international. Et c'est la deuxième question que j'ai soulevée dans les anciennes capsules, déjà qui datent de quelques semaines, à savoir le jeu qui se joue actuellement avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Est-ce que l'équipe actuelle, ça c'est la question que tout le monde se pose, a un parti pris quelconque
a une lecture éclairante à nous offrir sur quel pied danser, c'est-à-dire, puisque eux qui nous proposent de nous gouverner, on leur demande de compte. Quels sont vos ennemis, quels sont vos amis au niveau international. On sait que sur place, nos ennemis ne sont pas difficiles à les nommer. Il y a quelque chose de structurel qui s'appelle Israël. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, parce que tout le monde se cache derrière cette nomination, ça ne donne pas un certificat de bonne conduite, là, de dire mon ennemi est Israël et on continue le reste là. Surtout que les Iraniens n'ont fait que dire ça depuis 40 ans. On ne les a pas vus tirer un coup sur Israël en tant que Perse. Je ne parle pas de la façon dont ils se sont servis des combattants libanais à les envoyer se battre, quitte à ce que eux, plus civilisés que les Arabes, c'est comme ça qu'ils se considèrent, et qui vont cueillir le prix de ces sacrifices qui datent depuis X temps au sud Liban et au Liban en entier, parce que ce n'est pas seulement au sud Liban. Et donc, la question qui s'est posée dès le début, est-ce qu'il y a une lecture quelconque sur qui l'équipe actuelle compte sur le plan international? Moi, je me rappelle une déclaration du Premier ministre, M. Salam, qui nous disait qu'il compte par tous les moyens donner la priorité à l'évacuation d'Israël, des points qu'elle occupe actuellement au sud du Liban, et il a insisté sur les moyens surtout diplomatiques. Et puisque on est, heureusement ou malheureusement, dans une ère où les connaissances sont très répandues par le biais d'Internet, tout le monde suit là, il n'y a pas 1001 solutions là. C'est-à-dire lorsqu'on parle de lutter diplomatiquement, c'est avec qui? Et là, on revient au point de départ. C'est-à-dire, le point de départ, c'était que l'équipe actuelle était arrivée au pouvoir 2 ou 3 semaines avant que Biden ne quitte le pouvoir. Et ça, on l'a déjà soulevé. Et ça, c'était bien suggéré, parce qu'on a conclu par bribes que c'était la suggestion de Macron, qui, lui, pour tout un tas de raisons qui concernent les intérêts de la France, il se trouve par un de mes biais, je suis français aussi, donc je sais plus ou moins de quoi il se réchauffe Macron en hiver, là. Et je peux, en tant que citoyen français, lui demander des comptes, ou au moins décrire son jeu sur le plan international. Et comme la France nous a promis depuis longtemps un pays de liberté, ce qui est approuvé maintenant,
on peut se demander à un président français, chose qu'on ne pouvait pas faire en Syrie, ni en Iran, ni dans les pays arabes, vous nous menez où? Quelle est ta politique? Et il se trouve que Macron, il n'est pas à son premier faux pas au Liban. C'est pas une invitation qu'il fallait attendre 3 semaines pour vendre la mèche ou la présidentielle à Trump. Loin de moi de dire une chose pareille. Mais chaque option a ses prix. J'ai donné l'exemple de Zelensky dans une des capsules, comment avec l'histoire, pour illustrer ça, l'histoire du roi et de l'éléphant, et comment Zelensky a été le bouc émissaire choisi par tous les Européens, on l'a poussé pour être humilié par M. Trump dans la fameuse entrevue. Et il a dit tout haut, je le respecte pour ça, même si je ne partage pas ses options politiques, ni à lui ni à Poutine d'ailleurs. Il a été poussé à dire tout haut ce que les Européens pensent tout bas. Et finalement, c'est lui qui a payé la facture parce que les autres se sont écrasés, les Européens. Y compris M. Macron. Il a été Macron pour voir Trump. Il n'a pas brillé par son courage là, devant Trump. Et il n'a même pas employé son droit de veto pour arrêter ce qui a été proposé en commun entre Russes et Américains au Conseil de sécurité. Il aurait pu se servir de son droit de veto, lui et l'Angleterre. Ils ne l'ont pas fait. Bref, revenons à nos moutons. Or, au Liban, Macron se considère comme faisant partie du décor, là. Il est chez lui, quoi. Il se mêle de près du dossier libanais, lui personnellement. Personnellement, parce que sa situation en France est très fragile. C'est-à-dire, il a amplifié le danger de l'extrême droite en France pour dire que je suis le mieux disposé à s'opposer à la droite, à l'extrême droite, pour défendre Madame Le Pen d'arriver à l'Élysée, et que il a anticipé les élections, croyant qu'il va être premier en face de l'extrême droite, et obliger la gauche à le soutenir, comme il l'a déjà fait avant. Et finalement, c'est le rassemblement de la gauche qu'il a emporté pour être la force principale pour s'opposer à l'extrême droite. Donc lui, il s'est fixé comme objectif ou comme ennemi, son ennemi principal en France, c'est Mélenchon, qu'il n'arrive pas à l'Élysée. Il fera tout pour ça. Il a eu affaire à des ministres qu'il a été chercher, il ne pouvait pas les chercher du côté extrême droite, il les cherchait du côté socialiste. Madame Bourges avant, qui a fait le sale boulot à sa place, il y en a maintenant d'autres qui font la queue.
du genre, par exemple, François Hollande ne sera pas contre d'être Premier ministre, locataire du Matignon, parce que Premier ministre, dans le temps Trump, dans l'ère Macron en France, ne veut rien dire. C'est comme un Premier ministre en Syrie du temps des Assad. C'est-à-dire, il est colocataire de Matignon et lui dit, tu restes là et moi je prends l'avion pour aller faire la grande politique. En Afrique, dans les pays arabes, chez Trump, etc. Et l'autre candidat qui attend, qui fait la queue aussi, c'est Raphaël Glucksmann. Aussi, il l'a emporté dans les élections européennes socialistes. Donc il attend son rôle pour occuper Matignon. Mais gauche et droite en France n'ont plus la même signification, c'est-à-dire depuis longtemps. C'est pas parce que tu es de gauche que c'est une garantie, surtout pour les Arabes. On se rappelle très bien que celui qui a milité pour convaincre les conservateurs britanniques en 1956 et Israël à envahir l'Égypte, dans ce qu'on a appelé la guerre de Suez en 1956, c'était un socialiste qui s'appelait Guy Mollet, etc. Donc, de tout ça, ce que je veux tirer, c'est un questionnement. Ce sera la deuxième capsule qui va porter sur ça, sur la vision de cette nouvelle équipe, comment cette nouvelle équipe se situe, où est-ce qu'elle nous mène dans l'ordre international qui se trace au temps de Trump. Ça ne veut pas dire qu'il faut se plier à la volonté de Trump et ses fantaisies. Mais ce sera bien d'éclairer les Libanais qui ont assez enduré, et avec eux les Palestiniens, et avec eux les Syriens, de nous éclairer par leur lumière. Nous, on tourne dans l'orbite de qui maintenant? Si c'est dans l'orbite de Macron, eh bien, pauvre Liban. C'est ce que je vais aborder dans la deuxième.